Bianzin, chargé de recherche à Wati, et bienvenue à cette table ronde virtuelle que Wati organise en partenariat avec la Fondation Osiwa. Une table ronde dont le thème est Leçons de la COVID-19 pour les économies ouest-africaines. C'est un plaisir pour nous et un privilège de recevoir autour de cette table ronde quatre illustres invités à qui je souhaite la bienvenue. Madame Madjiguène Sok, directrice du bureau du cabinet d'Alberg au Sénégal. Monsieur Mossadegh Bali, fondateur et PDG de la chaîne hôtelière Azalaï. Madame Evelyne Tal Daouda, présidente du conseil d'administration de CGF Gestion. Et Dr Seydou Ouedraogo, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique. Donc, nous avons la présence effective de M. Ibrahim Aïdara, directeur adjoint de la Fondation Osiwa, et de M. Gilles Yabi, directeur exécutif de Wati, qui m'accompagnera dans la modération des échanges. Donc, sans plus tarder, je m'en vais passer la parole à M. Ibrahim Aïdara pour son allocution. Merci. Merci, le roi Béhanzin. Je pense que King Béhanzin a facilité notre tâche. Nous devons souhaiter la bienvenue aux participants, ce qui a été fait. Merci beaucoup. Mais je vais ajouter ma voix à Paoli. Pour d'abord remercier nos partenaires de Wati et aussi exprimer toute notre appréciation et notre satisfaction, particulièrement pour ce partenariat-là et d'autres que nous avons développés dans l'espace ouest-africain sur des thématiques d'importance régionale pour faire avancer les questions de gouvernance et de développement dans la région. Je voudrais aussi remercier les illustres panélistes pour avoir accepté de participer à ces échanges-là, partager leur expérience pour faire avancer le débat sur ces questions-là. Souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce panel qui nous réunit cet après-midi sur les questions, sur les leçons de la COVID pour nos économies ouest-africaines. J'imagine que ce n'est pas un thème nouveau, mais la façon dont Wati est en train de l'approcher est assez innovante pour mieux comprendre les canaux de transmission de la pandémie qui initialement étaient considérés comme, disons, essentiellement sanitaires et qui a des impacts autrement beaucoup plus importants sur les économies que sur la santé de façon intrinsèque. Et qu'il est important de comprendre ces impacts-là, ces canaux de transmission et comment est-ce que, de façon beaucoup plus importante, nous pouvons reconstruire. Et la COVID, sans rentrer dans le truc, est-ce que les fragilités que nous avons vues avec la COVID sont nouvelles ou bien la COVID est venue les amplifier et les mettre au grand jour? Et tout ça, comment est-ce que nous devons construire des économies résilientes dans la région? Je pense que ça, c'est des questions d'importance capitale que nous attendons, disons, à l'issue donc de ces débats-là, avoir des recommandations très, très concrètes pour faire avancer ce débat-là. Donc, je ne vais pas m'attarder longtemps sur la question. Je sais que nos panélistes vont détailler ces problématiques-là.
encore une fois, remercier Gilles et son équipe pour avoir organisé ce panel de qualité et les panélistes et tous les participants qui ont accepté de participer dans ce débat-là. Merci et je vous souhaite un débat fructueux. C'est plutôt nous qui vous remercions, Monsieur Aïdara. Je vais passer la parole à Monsieur Gilles Yabi, directeur exécutif de Wati, pour une brève présentation de Wati et aussi de nos chers invités. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci, Monsieur Aïdara de la Fondation Osiwa d'avoir donné ce mot d'ouverture et de bienvenue à toutes les participantes et à tous les participants. Merci à nos 4 invités que je présenterai rapidement tout à l'heure. Je présenterai encore plus rapidement Wati parce qu'il faut laisser, disons, le temps à la discussion et c'est vraiment ce qui nous rassemble aujourd'hui. Nous sommes ravis d'avoir déjà plus d'une centaine de participants et nous espérons que beaucoup d'autres nous rejoindront en cours de route cet après-midi. Alors, Wati, c'est un laboratoire d'idées, c'est un état d'esprit et c'est un mouvement citoyen transnational qui est engagé. Nous assumons le fait que nous essayons de travailler à la dissémination des connaissances, à la création d'un débat public de qualité sur le continent, en particulier en Afrique de l'Ouest, mais nous le faisons aussi avec un état d'esprit qui est empreint de réalisme et en même temps de confiance dans la capacité des Africaines et des Africains à changer leur présent et surtout leur avenir. Wati, c'est aujourd'hui le site principal wati.org, mais c'est aussi maintenant une série de sites internet dédiés à 6 pays de la région, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, mais aussi le Bénin. Le site sera lancé dans quelques semaines avant l'élection présidentielle d'avril. Ce sont des sites que nous développons en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, qui est donc l'un de nos partenaires, en plus de la Fondation Osiwa et de la Fondation Bill et Melinda Gates, qui sont des principaux partenaires du think tank Wati. Nous avons aussi développé un think tank, un site internet thématique sur l'état de droit, toujours en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Alors, la discussion de cet après-midi qui porte sur les leçons de la COVID pour les économies ouest-africaines, elle entre dans le cadre d'un projet qui est financé, soutenu par la Fondation Osiwa et qui vise à tirer les leçons de la crise COVID dans 4 domaines clés: l'économie, l'éducation, l'intégration régionale et la gouvernance politique. Et donc, ceci est juste le premier rendez-vous. Il y en aura 3 autres autour de 3 publications qui vont venir. Nous avons déjà une publication Mataki qui sera rapidement présentée par Paroli tout à l'heure et qui va introduire, disons, la discussion de cet après-midi. Alors, nos invités, que je salue à nouveau chaleureusement. Alors, nous avons Madame Madji Sok, qui est donc la Managing Partner de Dalberg, associée donc au groupe Dalberg, cofondatrice également du Women Investment Club Sénégal, donc très engagée dans la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Sénégal, mais Madji a une expérience dans beaucoup de pays de la région et du continent, et je suis sûr qu'elle apportera énormément dans les échanges de cet après-midi. Merci Madji d'être avec nous. Monsieur Moussadek Bali, que j'accueille chaleureusement également, qui a accepté tout de suite de répondre donc positivement à notre invitation. Il est fondateur du groupe hôtelier Azalaï que vous connaissez forcément, et un groupe qui est présent dans 6 pays de la région. Et je crois que ce n'est pas fini, l'expansion se poursuit. Et Monsieur Bali a 25 années d'expérience dans le domaine hôtelier et bien sûr aussi très engagé pour le Mali, mais aussi pour l'ensemble du Sahel et pour l'ensemble de la région. Merci Monsieur Moussadek Bali de nous rejoindre. Madame Evelyne Tal Daouda, qui est actuellement la présidente du conseil d'administration de CGF Gestion, qui intègre également CGF Bourse, donc que vous connaissez sans doute, qui est un opérateur très important sur les marchés financiers
dans la région. Elle est membre également du conseil d'administration de Chorus Holding. Elle est ancienne directrice générale du groupe bancaire Ecobank, de la holding Ecobank, et dans cette fonction, elle supervisait toutes les filiales du groupe Ecobank à un moment donné sur l'ensemble du continent. Elle est extrêmement expérimentée dans le domaine bancaire et financier. Merci, Madame Evelyne Tal, de nous rejoindre également. Et fini par Dr Seydou Salblag Ouedraogo, qui est économiste-chercheur à l'Université de Ouagadougou, qui est le directeur exécutif de l'Institut Free Afrique, qui travaille énormément sur les questions d'économie monétaire, d'économie bancaire également, d'évaluation des politiques économiques. Et je souligne que Free Afrique, au-delà de l'économie, s'engage énormément dans la promotion de la citoyenneté active chez les jeunes au Burkina Faso. Et je me réjouis que cette discussion soit également peut-être une première étape dans une collaboration entre nos deux institutions. Merci, Dr Seydou, de participer à cette discussion. Et je passe la parole à Paoli pour nous présenter très rapidement quelques lignes, disons, de notre publication sur les leçons de COVID-19 pour les économies ouest-africaines. Merci, Paoli. Merci, Gilles. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter nos recommandations au travers de notre publication, de nos deux publications phares du moment, le Mataki et le Wati 5. Le Mataki qui veut dire mesure, dans le sens de prendre des mesures, de prendre des dispositions en langue Haoussa, qui, vous savez, est l'une des langues les plus parlées de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ces documents sont en fait le prolongement de la rubrique le débat que nous menons sur le site Internet de Wati. Donc, l'idée est de partir de constats, de publications, de travaux de recherche, de contributions citoyennes que nous recevons des citoyens de la zone et de susciter le débat, de proposer des recommandations autour des thématiques de développement de la région. Donc, ces documents sont téléchargeables sur notre site web Wati. Et concernant le thème qui nous lie actuellement, les leçons de la COVID-19 pour les économies africaines, nous avons 5 pistes d'action majeures à retenir que nous proposons, que nous mettons sur la table du débat. Et ces 5 pistes d'action regroupent diverses dimensions, à savoir l'agriculture, l'industrie, l'économie populaire, la mobilisation des ressources et les infrastructures. Donc, la première piste d'action qui est de renforcer les politiques de développement agricole en alliant modernisation des techniques, formation, digitalisation et protection de l'environnement et adaptation au changement climatique. Et ceci passe par la promotion des initiatives locales d'équipement agricole, le développement des programmes de formation en technique agricole et l'adaptation aux écosystèmes locaux. Une autre façon concrète de mener à terme cette recommandation, c'est de rationaliser les dispositifs existants de soutien financier aux entrepreneurs agricoles et de lier le soutien financier à un accompagnement en matière de formation et de suivi individuel des entrepreneurs, de mettre en place des dispositifs incitatifs à l'endroit des établissements financiers tels que les fonds de garantie, les lignes de crédit, en vue de financer les PME impliquées dans le processus de transformation des matières premières agricoles. La deuxième piste d'action qui va à l'endroit des industries, est de redonner la priorité à une industrialisation réaliste comme moteur de création d'emplois, de diversification économique et de réduction de la dépendance extérieure. Et concrètement, il s'agit d'accorder une place prioritaire à la coordination des politiques agricoles, des politiques industrielles et des politiques environnementales dans le cadre des organisations régionales, notamment la CEDEAO. Il s'agit aussi d'accompagner les initiatives locales de création d'industries en facilitant la formalisation des entreprises industrielles. Aussi, essentiellement pour les produits à haute valeur ajoutée, identifiés sur la base de critères
précis et soumis à une réévaluation régulière. Une autre est de valoriser et de transformer l'économie informelle en une économie populaire, productive et solidaire par un accompagnement ciblé des programmes de formation et des dispositifs innovants de financement. Donc, d'abord, c'est de comprendre la réalité de l'économie informelle et notamment la distinction entre grande économie informelle et petite économie informelle, de manière à développer des approches adaptées à chacune des catégories d'acteurs. Aussi, il faut éliminer les barrières administratives dans la transition vers le formel en simplifiant les démarches d'enregistrement de l'activité, les obligations comptables, fiscales et sociales, notamment par des moyens numériques. Il faut également promouvoir la création des établissements de mésofinance pour accompagner les petites unités de l'économie populaire. Il faut aussi renforcer les capacités des acteurs de l'économie populaire en leur donnant accès à des formations professionnelles simples et peu coûteuses, coordonnées par une agence publique dédiée. Nous proposons aussi d'améliorer le financement de l'économie et des politiques publiques par la mobilisation des ressources intérieures et la lutte contre les gaspillages et la corruption. Concrètement, il nous faut doter l'administration fiscale d'une organisation optimale pour un meilleur recouvrement des recettes fiscales. Il nous faut aussi réduire la corruption au sein des administrations fiscales par le renforcement des services de contrôle interne et externe, la protection des lanceurs d'alerte, la simplification des procédures et l'accès des contribuables à une information claire et complète dans un souci de gestion transparente. Il nous faut aussi identifier les sources potentielles d'impôts peu mobilisés, notamment les taxes foncières et environnementales. Mettre fin à l'incertitude sur la mise en œuvre effective du projet de monnaie unique dans l'espace de la CEDEAO en déterminant un nouveau calendrier réaliste ou en assumant le choix d'une nouvelle approche qui préserve l'objectif primordial du renforcement de l'intégration politique, économique et humaine en Afrique de l'Ouest. La dernière grande recommandation ou piste d'action est d'améliorer la quantité et la qualité des infrastructures énergétiques et de transport et engager les citoyens dans le débat sur les choix des priorités d'investissement et le contrôle de l'action publique. Donc, il nous faut élargir l'accès aux technologies de l'information à toute la population en investissant dans la généralisation de la connexion Internet à haut débit et en encadrant les offres Internet proposées par les opérateurs téléphoniques. Il nous faut aussi mettre en place un cadre juridique nécessaire à une utilisation massive des systèmes de paiement numérique, mettre en place un dispositif permanent de contrôle citoyen de l'usage des fonds affectés à l'entretien des infrastructures routières avec une garantie d'accès à l'information et aussi relancer les projets ferroviaires nationaux et régionaux et en faire le choix privilégié en matière de grands projets de développement d'infrastructures de transport de biens et de personnes pour accélérer l'intégration régionale ouest-africaine et la connexion avec les régions voisines d'Afrique centrale et du Nord. Donc, ce sont là, entre autres, quelques pistes d'action, quelques sous-recommandations que Wati propose au travers de ces deux publications, le Mataki et le Wati 5. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à M. Gilles Yabi pour conduire les discussions. Merci. À vous, Gilles. Merci beaucoup, Paoli. Alors, on va y aller très rapidement hein, au premier tour de table et je vais m'adresser à Madji Stock. Agriculture et industrialisation, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment est-ce qu'on peut accélérer les transformations positives qu'on observe quand même dans la région. Il y a des pays, même en crise comme le Mali, qui connaissent quand même une forte production agricole, une augmentation de leur production. Par exemple, la production de riz au Mali est très importante. Comment est-ce qu'on peut accélérer ce qui est positif dans la région comme dynamique et comment on peut surmonter les obstacles qui sont peut-être les plus évidents à l'agriculture et surtout au lien entre l'agriculture et l'industrie. Madji?
Merci beaucoup, Gilles. J'espère que vous m'entendez bien. Magnifique. Merci à toi, merci à l'équipe de Wati de nous associer à cette discussion. Donc, à chaque fois qu'on m'invite à parler pour tout ce qui concerne les effets de la COVID, je suis toujours un peu inquiète parce que je me dis, les gens attendent une solution miracle ou que dans nos projets, on ait trouvé quelque chose qui va tout changer très rapidement. Et en fait, ce qu'on a appris dans le cadre du travail de Dalberg, et bien vous rappeler que nous, on est cabinet de conseil en stratégie. L'année dernière, on a appuyé certains pays à revoir leur stratégie, intégrant l'agriculture, l'industrialisation et tant d'autres thématiques. Et à chaque fois, on se rend compte que, en tout cas, les pays en Afrique de l'Ouest, on sait tous ce qu'on doit faire. Les stratégies sont là, les dossiers pour faire des études de faisabilité ou pré-faisabilité sont là. On sait ce qu'on doit faire. Et donc, à chaque fois qu'on fait une analyse, on se dit, voilà les effets de la crise, voilà ce que ça induit comme action à prendre. Très vite, on voit que ce sont des éléments qui existent déjà, des réflexions qui ont souvent déjà été menées. Et c'est peut-être plus une question de réorganiser, reprioriser suivant la crise, ce qui doit venir en premier. Donc, ça devient souvent un exercice de quelles sont les nouvelles priorités, mais très rarement, voici de nouvelles priorités ou de nouveaux engagements qu'il faudrait prendre. Donc, la question, je pense que tu la poses très bien, c'est maintenant comment accélérer. C'est surtout ça, le quoi, on le maîtrise bien, le comment, beaucoup moins. Par contre, ce qu'on a aussi vu, c'est que quand on le veut, et je pense particulièrement au secteur de la santé, par exemple tout ce qui est pharma, beaucoup de nos pays ont su prendre des décisions pour accélérer les investissements, les réformes, la fiscalité, les études de marché concernant tout ce qui est le secteur de la santé du moins, et particulièrement l'industrie pharmaceutique. Et encore, il faut dire que beaucoup de ces projets étaient ou dans les tiroirs ou en train d'être structurés. Mais il y a dans le comment qu'on n'a pas encore capturé autant, c'est comment est-ce que le mindset, la façon de réfléchir, de prendre des décisions et de sentir un peu ce côté urgence, qu'il est un peu moins chez nous en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce que maintenant on en fait une façon d'être, de travailler, de réfléchir constamment et à travers tous les secteurs. Je pense que c'est à ce niveau qu'il faut aller plus loin, réfléchir pour comment mieux le faire, comment renforcer l'administration pour répliquer ce qu'on a su démontrer pendant la crise, qu'on peut rapidement se mobiliser, rapidement prendre des décisions, rapidement lancer un secteur, comme je dis dans le secteur de la santé. Ce sentiment d'urgence, par exemple, on l'observe moins dans le secteur de l'agriculture parce qu'on a quand même su changer nos habitudes de consommation ou toujours pouvoir acheter notre riz à l'étranger où on avait des réserves. Mais comment accélérer cette transformation reste essentiel. Et enfin, un dernier point que je veux soulever en parlant d'industrialisation. On travaille en ce moment sur la politique et la stratégie d'industrialisation dans un des pays. Et ce qu'on voit, c'est un gap qui peut-être ne nous a pas beaucoup aidé lors de la crise, c'est d'avoir des champions nationaux très forts. Un secteur privé où on décide qu'il y a une tête de file et on accompagne cette tête de file vraiment à se structurer pour renforcer une chaîne de valeur, pour y apporter si c'est dans le cas de l'agriculture, les plus petits producteurs, mais une structure privée forte qui puisse justement faire avancer, l'accompagner, que ce soit à travers le financement, le partenariat, etc. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il y a beaucoup plus à faire. On a vu le Maroc, comment ils ont su mobiliser les grandes structures et un peu plus difficilement à notre niveau. Donc, je pense que ça devient une priorité dans le contexte de l'industrialisation. Comment on fait pour passer de centaines aux milliers de PME à aussi vraiment développer des champions nationaux et c'est une décision
très politique, bien appuyé, bien accompagné. Merci, merci beaucoup, Madi. Je pense qu'on est déjà en plein dans le sujet. Je retiens l'idée des champions nationaux et de l'accompagnement finalement par l'État. C'est l'idée de politique industrielle. Mais je vais demander à M. Bali tout de suite, qui est un acteur économique important de cette région, ce qu'il en pense. Et selon lui, quels sont les obstacles les plus évidents justement à ce lien entre l'agriculture et l'industrie et de manière plus générale, qu'est-ce qui ferait l'industrialisation dans les pays de la région? Monsieur Bali? Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ok, parfait. J'ai un petit souci avec le son de mon ordinateur, donc j'ai pris mon téléphone. D'abord, merci de m'avoir invité à ce webinaire avec des sujets très intéressants et avec des personnalités que je connais dans leur grande majorité. Donc, je dis bonjour à tout le monde. La problématique de l'industrialisation, elle est bien connue. Hein. Je pense que ça part d'abord d'une volonté politique. Et ensuite, il y a une stratégie qui est là pour dérouler cette volonté, cette vision politique. J'ai coutume de dire que nous avons eu nos indépendances il y a 60 ans. Les colons souhaitaient que l'Afrique ait des économies de traite, à savoir nous produisons des matières premières et ces matières premières étaient exportées vers la métropole. Malheureusement, depuis qu'on est indépendant, on n'a pas changé cela. On est encore dans des économies de traite où le Mali produit du coton, le Ghana et la Côte d'Ivoire produisent du cacao, la Guinée produit de la bauxite et puis nous exportons ça. Donc, je pense que la clé, c'est développer des filières. Il faut que nous puissions développer des filières et surtout les filières agricoles. Je pense qu'on a raté la première marche de tout développement, c'est la marche agricole. Et je pense que l'Afrique a raté cette marche-là. Donc, il faut peut-être revenir aux fondamentaux et développer la filière agricole, toutes les chaînes de valeur agricole, notamment pour un pays comme le Mali, qui est quand même une puissance agricole endormie, avec un potentiel fantastique que Mme Tal connaît bien, puisqu'elle a financé l'économie malienne pendant des années. Et on a énormément de terre, on a de l'eau, on a du soleil et on peut produire pas mal de choses, sauf que les filières n'ont pas été développées. Un pays qui, ces dernières années, s'est beaucoup rattrapé en la matière, c'est la Côte d'Ivoire, qui, je crois, a développé 12 filières agricoles et on commence à voir réellement les effets de ces filières sur l'économie ivoirienne. Donc, mon point de vue est que si on veut vraiment s'industrialiser, ça commence par une volonté politique, ensuite une stratégie pour dérouler cette vision et cette volonté, le développement des filières, que ce soit agricoles ou minières, la disponibilité aussi de zones industrielles. Et il est grand temps que nos États sortent de la construction et de la gestion de zones industrielles, que ce soit une activité privatisée. Il y a des pays qui le font bien maintenant, le Gabon, le Togo le font très bien et on voit les résultats que ça donne. Et aussi, je dirais, l'élément essentiel sans lequel il n'y a pas d'industrialisation, c'est la disponibilité de l'énergie et à un coût abordable. Et là aussi, j'espère que je souhaite voir de plus en plus de PPP sur le continent africain pour rendre disponible l'énergie qui permet justement de développer l'agro-industrie et toutes les filières de façon générale. Donc, c'est ça ma position. On est encore dans des économies de traite, mais je pense qu'il y a une opportunité fantastique. C'est le niveau de vie qui s'élève en Chine, qui fait que la Chine est de moins en moins compétitive. Et j'espère que l'Afrique pourra attirer tous ces industriels-là. Mais pour cela, il faut de la vision politique, il faut de la stabilité, il faut de l'énergie et il faut aussi des ressources humaines bien formées.
Merci beaucoup, Monsieur Bali, pour cette réflexion. Je crois que là encore, on a aussi déjà un certain nombre de sous-questions que je vais adresser d'ailleurs à Dr Seydou tout de suite. Monsieur Bali parle éventuellement de localisation des entreprises chinoises. Est-ce que l'avenir de l'industrialisation, c'est forcément les investissements directs étrangers? Au fond, est-ce qu'aujourd'hui, l'opportunité, c'est d'attirer effectivement des investissements chinois, éventuellement des investissements européens, et aussi se rendre compte que la délocalisation très loin peut induire un certain nombre de risques? Ou est-ce qu'au fond, il y a une voie d'industrialisation africaine qui pourrait être différente, qui pourrait être des petites industries et pas forcément avec beaucoup de capitaux étrangers? Dr Ouedraogo Seydou. Merci Gilles, bonjour à tous. Ravi également de faire partie de cette belle table ronde. Je salue tous les collègues et tous ceux qui nous suivent en ligne. Écoutez, je veux dire pour aller directement sur votre question que bien évidemment qu'il y a des opportunités à saisir dans le monde aujourd'hui en termes de mobilité des capitaux et de regard des investisseurs partout dans toutes les géographies où c'est nécessaire, où il y a de la rentabilité. Et ce que M. Bali indique est tout à fait exact, à savoir que nous avons une situation dans laquelle l'écart de compétitivité entre l'Occident et la Chine essentiellement se réduit. Et donc, il y a une sorte de recherche de terres promises, de terres alternatives pour avoir des coûts, des facteurs de production qui soient moindres. Mais cela ne veut pas dire que nous le sommes automatiquement, puisque M. Bali fait très bien d'indiquer du reste que, par exemple, la contrainte énergétique est une barrière importante. Mais je vais plus loin pour indiquer que moi, je crois que ça ne peut qu'être le second souffle de notre industrie. Je crois profondément que dans le monde, y compris libéral, mondialisé, qu'on souhaiterait nous vendre, ce que Covid montre et ce que d'autres situations ont montré, c'est qu'en définitive, la nation compte, la nationalité compte. Que nous ayons aujourd'hui des banques panafricaines qui sont en Afrique, qui fassent du crédit à nos économies, ça a changé radicalement nos économies depuis les 20 dernières années. Et essentiellement lié au fait que c'était des acteurs locaux, c'était des acteurs nationaux. Ce n'est pas juste une question de patriotisme débridé, mais ça crée d'autres dynamiques. Ça crée des perceptions du risque qui sont tout à fait différentes. Donc, en conséquence, je ne crois pas que ce soit la même chose que nous ayons un formidable investisseur dans l'hôtellerie comme M. Bali l'est, qui soit ouest-africain et malien, ancré dans son pays, qui tient à son pays, qui a la position qu'on connaît et fort admirable dans l'espace public. Ça n'est pas la même chose que de l'avoir lui, que d'avoir des capitaux étrangers qui viendraient investir dans l'hôtellerie. Donc, je crois que ça, c'est tout à fait décisif. Mais pour revenir plus en lien avec cette première thématique, je crois que en plus de cette économie de traite que nous n'avons pas su transformer, nous avons également une agriculture qui est climato-dépendante et de façon trop importante. À savoir qu'un économiste de la BCE a pu dire que dans les années 60 que nous avons des taux de croissance, Inch'Allah. En gros, quand il pleut, il y a de l'agriculture qui peut se faire de façon correcte et puis ça se ressent tout de suite sur nos statistiques de croissance. Dans le pays d'où je vous parle, le Burkina Faso, chaque 5 ans, en récurrence statistique, nous avons un choc climatique qui affecte l'agriculture. Donc ça, c'est l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que nous puissions engager une modernisation de notre secteur de l'agriculture qui la sorte de cette trop grande dépendance climatique, qui est le signe de son arrivation. Ça, c'est un premier chantier majeur. Deuxième chantier, ça c'est de temps important que nous sommes dans des conditions de changement climatique, de sévérité des chocs climatiques et de récurrence plus importante des chocs climatiques. En d'autres termes, on a de plus en plus d'événements adverses climatiques et ces événements adverses sont de plus en plus avec des impacts forts. Et donc, il faut en tirer les conséquences. Et je vous parle du Sahel, donc vous comprenez la problématique du Sahel, de l'Afrique de l'Est aujourd'hui. C'est aussi cela l'enjeu. Nous sommes un avant-poste d'observation de ces effets-là. Il faut qu'on en tienne compte pour notre industrie, mais davantage pour notre agriculture. Dernière chose peut-être que je veux dire, ou avant-dernière chose sur l'agriculture et l'industrie, c'est de dire qu'il nous manque une cohérence entre les deux secteurs. Nous ne pouvons pas impulser un développement agricole qui ne soit pas arrimé à une stratégie d'industrialisation. Si nous le faisons, nous resterons dans un modèle d'une économie de traite où on va essayer de produire davantage, mais nous ne serons pas en capacité d'organiser la création de la valeur à partir de la production agricole.
Ce que je viens d'indiquer, c'est en d'autres termes la question de l'arrimage entre nos villes et nos campagnes. C'est un sujet majeur. Si nous n'arrivons pas à expliquer dans les majorités des villes que nos modes de consommation qui sollicitent de moins en moins malheureusement les productions agricoles, que cela crée une sorte de blocage de possibilité d'avancer dans le monde rural où il y a la majorité encore dans plusieurs pays, dans notre sous-région, et en conséquence que nous devons construire une dynamique vertueuse qui lie les forces productives des campagnes avec les forces productives des villes, qui lie l'agriculture d'une part à l'industrie d'autre part. Le dernier point d'observation, pour ne pas être plus long que cela, c'est de dire, en définitive, on sait que toute politique agricole et industrielle a besoin pour des pays comme les nôtres d'avoir de la protection. La protection, le protectionnisme n'est pas une exception dans le développement économique, c'est la règle. En conséquence, il nous faut courageusement poser cette question sur la table et arrêter de considérer que les normes internationales sont la science pure ou la vérité infuse et qu'en conséquence, nous devons être toujours en tentative de naviguer entre des contraintes posées par d'autres à nos politiques publiques. Ça, c'est extrêmement important. Mais sur la question des champions nationaux que Mme Sock pose, je suis tout à fait d'accord avec cela. J'ai coutume de le dire au Burkina Faso, je le mets également sur la table ici. Nous demandons des champions nationaux, des champions régionaux. Nous ne demandons pas des pions amicaux ou des pions familiaux. Parce que vous comprenez très bien qu'un champion national, ça se construit avec des faveurs de politique publique. On le fait de façon explicite parce qu'on veut en tirer des bénéfices économiques et sociaux. Si nous ne mettons pas en garde contre cela, les économies politiques s'attrapent. Les économies politiques perverties de nos régions vont créer des familles, une sorte de mélange entre la politique et les affaires qui ne créera pas de la productivité, qui ne créera pas de dynamisme économique. Donc, je voudrais m'accorder avec vous sur le fait qu'on est tout à fait d'accord là-dessus. Nous avons besoin de politiques de soutien, y compris pour produire des champions nationaux et régionaux, mais pas de pions nationaux. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on a des points d'économie politique qui sont extrêmement importants. C'est vrai qu'en pensant aux champions nationaux, on pense à quelques pays où on a des champions nationaux et il y a toujours le soupçon d'une collusion politique qui peut ensuite être aussi problématique. Et je demande à Mme Tal son avis sur cette question tout de suite. D'abord, bonsoir tout le monde. Merci Gilles et merci à Wati de m'avoir associé à cette discussion extrêmement importante et j'ai le plaisir d'avoir des amis. Madi est une grande dame au Sénégal et moi je salue toujours le Women Investment Club, je crois qu'on n'en parle pas assez, qu'elle a fondé et que j'ai rejoint et je pense que nous faisons bouger des lignes au Sénégal grâce à elle. Mossadegh Bali qui est un ami également de longue date, j'ai vécu au Mali. Comme j'ai vécu, en fait, moi, en parlant de la sous-région, j'ai pas seulement pris l'avion, mais j'ai vécu dans des pays, au Mali, au Togo, au Sénégal, et aujourd'hui, je vous parle du Bénin. Et je salue également le docteur Ouedraogo. Moi, je vais dire, hein, Gilles, on en a parlé, c'est la première fois que j'accepte de parler du Covid, des mesures après Covid. On en discute dans des conseils d'administration, mais comme m'a dit, je suis un peu inquiète parce qu'en fait, il n'y a non seulement pas de solution miracle, mais nous allons gérer encore, puisqu'on n'a toujours pas une visibilité sur quand, comment, à quel horizon. Et je vais tout de suite dire ce que Madi a dit au départ. On n'a rien à réinventer. Et moi, j'ai beaucoup réfléchi pendant ce Covid, cette période de Covid, en me disant qu'est-ce que ça a vraiment créé? Parce que le sentiment d'urgence, il a toujours été là. On n'avait pas besoin d'une pandémie pour avoir ce sentiment d'urgence. Donc peut-être que pour se sentir bien, on va dire qu'on a un sentiment d'extrême urgence. Ce qui était urgent devient vital maintenant. Et comme ça, on se place dans la pandémie. Mais les enjeux sont tels dans notre sous-région et dans nos pays qu'on n'avait pas besoin d'attendre la pandémie pour avoir ce sentiment d'extrême urgence. D'ailleurs, tous nos États ont tous des plans
de développement, plans nationaux de développement, qui mènent à l'émergence. Et ça, c'est une course on devait avoir ce rythme. Donc, peut-être la première chose, c'est dire qu'il faut une volonté politique claire pour augmenter le rythme d'exécution et augmenter l'efficacité de l'exécution parce que toutes les politiques nationales sont là. Je vais plus loin, j'ai cherché à savoir toutes les politiques communautaires sont là. Il y a des harmonisations dans les politiques communautaires concernant même le foncier. Tout est là. Il suffit de pouvoir actionner cela. Donc, voilà ce que je voulais dire à l'entame de mes propos. Sur les champions nationaux, moi, très tôt dans ma vie, j'ai été intéressée par ce qui se passait autour de moi, ce qui avait un impact direct. Et je pense que, ayant travaillé dans une banque qui était dans 7 pays et qui disait de manière très claire, nous allons conquérir l'Afrique subsaharienne. Et cette banque l'a fait, qui est Ecobank. Et donc, est passé d'un stade national à un stade sous-régional à une banque panafricaine. Donc, il nous faut des champions nationaux pour pouvoir organiser peut-être cette exécution, l'accélérer en même temps que l'État qui devra mettre en place des politiques. C'est absolument nécessaire. Je voudrais rapidement dire, tout a été vraiment bien dit. Je suis d'accord sur les filières. Il nous faut des filières claires et en réalité des filières sur des produits à forte valeur ajoutée. Et lorsqu'on y pense, les études montrent bien que le fonio est un produit à forte valeur ajoutée. Nous en produisons 99% en Afrique de l'Ouest, de la production mondiale. Le karité, également un produit à forte valeur ajoutée. La noix de cajou, il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont appuyé sur l'accélérateur pour la noix de cajou. Donc, on peut créer de véritables filières et faire de la transformation, produire sur le marché local, fournir au marché local et aller même vers l'exportation. Ça, c'est un point que dont je voulais parler. Je voulais également parler, oui, je suis d'accord sur la dépendance au climat. Moi, l'agriculture, j'ai toujours dit, est la colonne vertébrale de nos économies. Et l'agriculture m'a fortement toujours intéressée. Lorsque j'ai quitté la banque, mon premier investissement, ça a été dans l'agriculture. Et pour préparer cela, quand je travaillais à Ecobank, j'allais souvent au Zimbabwe. Et je restais souvent, et j'ai visité des fermes professionnelles au Zimbabwe. Il ne s'agissait plus de juste nourrir les paysans. Il s'agissait de business model qu'on mettait en place. Et ça, on ne peut pas le mettre sans un secteur privé fort, donc les champions nationaux, sans des techniques. Parce que ce qu'ils me disaient quand j'y allais, vous avez des pluies pendant combien de temps? Je dis au Sénégal, peut-être 2-3 mois. Et ils m'ont dit, c'est la bonne nouvelle. Il vous faut de l'irrigation. Il ne faut pas de pluie, il ne faut pas dépendre des pluies, de la sécheresse. Il faut juste mettre de l'irrigation. Donc ça, je pense que c'est un pas qui nous permettra d'accélérer dans l'exécution et également dans l'efficience. Le lien avec l'industrie, il nous faut transformer, il nous faut capter le maximum de valeur ajoutée et l'industrialisation permet également de diversifier l'économie. On a vu ce que le Botswana a fait. On est passé de l'extraction du diamant à la joaillerie, tout simplement dans le même pays. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je voudrais rajouter 2 points. Si on est en retard sur l'industrie, il vaut mieux qu'on fasse un leapfrog, je ne sais pas comment le dire en français, et qu'on fasse de l'industrie propre. C'est mon souhait. Plutôt que de passer par tous les stades que les autres pays ont fait. Moi, je pense que l'environnement, c'est extrêmement important aujourd'hui et il faudrait qu'on ait ce regard sur l'industrie propre. Et ensuite, bien sûr, dans tout cela, il nous faut, et on en parlera tout à l'heure, un financement adéquat. Le financement reste un problème. Je défends absolument les banques et tout le système financier. Il reste un problème et il est surtout pas toujours adéquat. Donc, il faut qu'on trouve le bon mélange pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, voilà ce que je voudrais dire à ce stade. Merci. Monsieur Bali est d'accord sur les 4 Merci beaucoup, Madame Tal.
Vous avez parlé du Zimbabwe, de l'irrigation. Je souligne par exemple que même au Cap-Vert, c'est une île, mais il y a très peu d'eau douce, mais j'ai vu des systèmes d'irrigation très ingénieux dans les petites montagnes du Cap-Vert, et effectivement, on se demande pourquoi est-ce que ces systèmes ne sont pas encore généralisés dans les pays de la région. Alors, on a énormément de sujets à discuter. Je pense qu'il faudra organiser une table ronde sur chacun de ces thèmes. Alors, je vais passer tout de suite quand même au deuxième thème. Ensuite, on verra avec le temps et les questions à la fin, on pourra revenir sur chacun des thèmes. Je passe à l'économie informelle tout de suite parce que c'est 80%, voire 90% de l'emploi dans les pays de la région. Selon des statistiques de l'Organisation internationale du travail, c'est ce qui occupe la très grande majorité des hommes et des femmes de cette région, encore davantage des femmes. Et nous avons proposé un certain nombre de pistes, y compris changer vraiment la perception que nous avons de ce secteur. Mais comment est-ce qu'on fait ça concrètement? À votre avis, est-ce qu'il faut voir dans le secteur informel l'inefficacité, ou est-ce qu'il faut voir les personnes qui y sont et se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour renforcer finalement ces hommes et ces femmes en termes de connaissances, de savoir, de savoir-faire? Et là encore concrètement, comment on fait cela? Et je vais peut-être commencer cette fois-ci par Dr. Ouedraogo. Merci beaucoup, Gilles, pour une question très importante qui est récurrente dans la discussion sur le développement en Afrique. Je pense que tu as parlé de perception. Je pense qu'il faut vraiment clarifier les perceptions et éviter de tomber dans deux écueils en termes de perception. Le premier écueil, c'est l'idée qu'on a une conception du secteur informel qui est une conception joyeuse, j'allais dire naïve, qui consiste à dire tout y est bien, c'est des gens qui se débrouillent, c'est formidable. C'est une conception à la limite indigéniste, qui consiste à croire que pour un continent de plus d'un milliard d'habitants, on va développer cela avec de la débrouille. Même si on y gagne beaucoup d'argent dans le secteur informel. Donc ça, c'est très important. Ce ne peut pas être la conception qui va gouverner notre développement. La seconde, c'est celle qui est opposée, qui consiste à avoir plutôt un regard très dédaigneux, un regard qui consiste à dire c'est le traditionnel, c'est le non moderne, ce sont les analphabètes, ainsi de suite, qui n'ont pas épousé la modernité. Ces deux conceptions sont fausses et très dangereuses pour nous. Cette seconde conception, elle est en général celle d'étatistes, des acteurs de l'État ou des intellectuels qui sont dans les administrations, dans les institutions, qui regardent le secteur informel d'en haut. Il faut se mettre dans la réalité et considérer que le secteur émerge. Le secteur informel émerge précisément parce que nous avons un divorce entre nos dynamiques institutionnelles et la réalité de nos sociétés. Et que ce divorce, il nous est coûteux. Si nous jetons les institutions qui sont indispensables pour organiser notre progrès économique et social, pour laisser place à l'informel, nous ne sommes pas des nations constituées. Nous ne sommes pas des êtres collectifs. Nous ne pouvons pas organiser le développement de centaines de millions de gens avec de l'informalité systématique. De la même manière, si nous considérons qu'il faut casser l'informel, qui est souvent les politiques prescrites aujourd'hui, en regardant que ce n'est pas des gens qui payent l'impôt, c'est des gens qui sont ci, qui sont cela, nous serons dans une sorte d'impossibilité de progresser comme ce que nous avons aujourd'hui. Ce que la pandémie nous a montré, c'est que nous ne pouvons pas gouverner un secteur que nous ne connaissons pas. Vous avez vu la fermeture des marchés dans la sous-région. Les gouvernements ont été en incapacité de gouverner. Et ces secteurs-là, précisément parce qu'on n'a pas d'informations, on ne sait pas qui a quel revenu, qui est fragile, qui ne l'est pas, qui a des capacités, qui n'a pas de capacités, et qui est plus résilient que d'autres. Et en conséquence, les politiques publiques de soutien ont été servies majoritairement à ceux qui étaient les plus nantis dans ce secteur. Dans mon pays, on a décidé par exemple qu'on faisait de remise sur les factures d'eau. Sauf qu'il se trouve la majorité des populations dans les villes, les périphéries des grandes villes, n'ont même pas la réduction d'eau, a fortiori, avoir le bénéfice d'une réduction sur la facture. Donc, ça, c'est très important. Je pense que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas de la faire progresser ou pas. Elle est déjà très populaire. Les statistiques que tu donnes, Gilles, sont tout à fait justes. Ce qui est en cause, c'est deux, trois enjeux. Le premier, c'est celui de la productivité dans ce secteur. En d'autres termes, comment on fait en sorte que les activités qui s'y mènent soient des activités efficaces au point de la production de la valeur. Et je fais observer que dans certains compartiments de ce secteur, il y a une grande agilité, il y a une grande capacité à capter de la technologie. Regardez sur nos marchés ce que ces dames font avec les téléphones portables
ce qu'elles font avec l'Internet, ce qu'elles font avec les réseaux sociaux pour accélérer leurs activités. Donc, il y a cette grande agilité qui est là, mais c'est un enjeu, cette productivité. Le deuxième enjeu, c'est quelle est la contribution socio-économique de ce secteur. C'est un secteur pourvoyeur de beaucoup d'emplois, mais de quel type d'emploi? Dans notre espace, on ne croit pas qu'être couturière, être coiffeuse, je mets ça au féminin parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ce secteur-là, être ferronnier et tout cela, que ça suffit pour organiser une vie. Simplement parce que nous n'avons pas des institutions de prise en charge. Alors qu'ailleurs, vous voyez très bien que vous avez des gestionnaires de cantines scolaires, vous avez des restauratrices, vous avez des coiffeuses qui construisent une vie complète avec la prévoyance sociale derrière. Donc ça, c'est l'enjeu. Comment on fait en sorte que ce secteur puisse construire une capacité à produire du progrès socio-économique, y compris en termes de sécurité sociale. Et troisièmement, je reviens sur la question, c'est l'arrimage entre ce secteur, le mariage en réorganisant ce secteur et les dynamiques institutionnelles, de sorte que les institutions ne soient pas en haut et que la réalité est en bas, et qu'entre les deux, il y a de l'invective du haut vers le bas et du bas vers le haut. Comment il faut faire rapidement? Je pense que la technologie est une clé. La technologie permet aujourd'hui de mieux cartographier ce secteur, de mieux les connaître, de disposer de connaissances systématiques qui peuvent être produites de façon moins chère. Par exemple, sur les questions fiscales, on est aujourd'hui en capacité d'avoir des bases de données à partir de la téléphonie, à partir de la monnaie mobile, pour imaginer comment est-ce qu'on sait exactement ce qui se passe dans ce secteur. Mais on ne peut pas le faire simplement avec une vision fiscale. Il faut avoir une vision qui consiste à dire nous allons apporter des politiques publiques de soutien, du crédit, des infrastructures, de la protection, de la sécurité. Je parle encore une fois dans un espace ouest-africain où il y a des problèmes de sécurité. Nous allons apporter tout cela dans ce secteur informel, mais ça doit être construit dans un échange où on dit vous devez en conséquence vous ouvrir, épouser des pratiques qui sont conformes à une contribution systématique dans le panier commun de la nation, qui s'appelle l'impôt, qui sont conformes à une contribution systématique dans une forme de transparence avec les institutions qui permettent de gouverner cela. C'est quelque chose qui est très important et qui compose la question de la construction de la protection sociale à partir des revenus générés dans ce secteur. Ça, c'est un chantier d'ingénierie du développement. Nous n'avons pas des choses à copier là. Nous avons des choses à inventer. Parce qu'avec la technologie, avec les dynamiques sociales très fluides chez nous, nous avons des choses tout à fait à regarder comment on les invente. Le dernier point que je veux faire, c'est de faire le lien avec le débat que nous venons de finir. On croit souvent, en regardant le continent, que tout ce qui est small is beautiful. Ce n'est pas vrai dans tous les cas. Nous avons besoin de toutes les échelles. Ça a été très bien dit, on a besoin de champions régionaux, de champions continentaux, de champions nationaux, de grosses entreprises. On a besoin aussi de petites et de moyennes. Les petites et moyennes sont stratégiques, mais elles ne peuvent pas prospérer sans être articulées, sans être adossées à de grandes entreprises. Donc la question de l'informel, c'est aussi celle de la possibilité de sélection des meilleurs en leur sein pour les permettre d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de champions régionaux aujourd'hui qui étaient au départ dans l'informel et qui ont grossi. Ils ne sont pas nombreux, mais les champions nationaux ne sont jamais des dizaines de milliers dans aucune partie au monde. Voilà, donc c'est ce que je voudrais indiquer pour dire que nous sommes sur une problématique majeure et on a des chantiers absolument passionnants pour la politique publique. Merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. Je pense que c'est très important de souligner qu'on a besoin de toutes les échelles, des grandes et des petites entreprises. Alors, je vais cette fois-ci passer la parole à Mme Tal pour la première réaction. Et évidemment, l'expérience bancaire ici va être très sollicitée. Quel est le rapport entre une banque et les banques qui sont un peu le summum de la formalité, peut-être aussi du formalisme, et le secteur informel? Comment est-ce qu'on peut avoir un véritable soutien des institutions de financement à l'égard de ce secteur pour faciliter cette transition un peu décrite par le Dr. Ouedraogo? Madame Tal. Merci. Le secteur informel ou le poids du secteur informel est une particularité de nos économies. Lorsque vous avez donc 3/4 de vos emplois, 90% de vos emplois qui dépendent du secteur informel et que ce secteur informel contribue à peu près à plus de 40% de la formation de la valeur ajoutée, on ne peut pas juste ne rien faire. Et une des conséquences du Covid, c'était d'appuyer, c'était de nous montrer le poids de ce secteur. L'épargne de ce secteur échappe au système. Et je parle en tant que banque. Donc,
c'est un secteur qui peut fonctionner sans les banques et qui fonctionne sans les banques. Lorsque moi, j'ai voulu, à l'époque, au Mali, au marché de Bozola, capter cette épargne, parce que j'étais juste en stress, on était start-up, on n'était pas grande banque occidentale, etc. Je voulais capter cette épargne, j'ai observé le marché, et le marché bancaire fermait le vendredi à 14h au Mali. Toutes les banques. Il y avait un stress sur les clients, et j'ai dit on va ouvrir samedi et dimanche au marché de Bozola, donc agence. Et donc, ceux qui commerçaient, on allait leur dire dans le marché, vous pouvez venir déposer vos fonds plutôt que de les garder. Vous avez vendu toute la semaine, vous avez beaucoup de cash. Notre travail, c'est de prendre le cash. Et ils déposaient le dimanche. Et après, pour bien être sûr, peut-être qu'on était une vraie banque, le lundi, ils venaient retirer, c'est pas grave. Mais au bout du compte, ils sont restés. Donc, je pense qu'il faut que les institutionnels s'adaptent à ce secteur et puissent l'intégrer. Parce que et les emplois qui sont formés et la valeur ajoutée, on ne capte pas, on n'optimise pas dans notre système. Et on a besoin de ce secteur informel pour mieux nous développer. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut une volonté politique, c'est clair. Et les politiques ont été confrontés au secteur informel. On a parlé de la fermeture des marchés, on a parlé de la problématique, c'est impossible pour nous. J'aime pas faire des prévisions sur Covid, mais ce sera impossible de faire un confinement. C'est juste pas possible parce que ce secteur qui brasse la plupart de nos concitoyens n'a pas ces protections sociales qui sont dans d'autres pays pour leur permettre de rester chez eux. Moi, je me dis, le marchand de café que je voyais du haut de mon immeuble à Dakar et qui dormait dans la cage, enfin avec les gardiens pour pouvoir, parce qu'il y avait couvre-feu, mais pour pouvoir prendre son matériel et aller se mettre sur une des plus grandes avenues du Sénégal et vendre à partir de 7 heures du matin, vous pouvez lui imposer un couvre-feu, il va se débrouiller, mais on ne pourra jamais le confiner. Si on le confine, on le condamne. Donc, je pense qu'il faut, la solution sera locale, nationale, sous-régionale. Elle ne viendra pas d'ailleurs parce que c'est une structuration de l'économie qui est complètement différente. Autant ce secteur peut être fragile, autant il a montré de l'agilité. Je suis d'accord avec le docteur Ouedraogo sur l'adoption de la digitalisation, en fait. Les téléphones portables sans être allé à l'école, hein, et ça, je suis d'accord. Mais également, lorsque la crise est arrivée, ils se sont adaptés dans plusieurs pays, en tout cas on l'a vu au Sénégal, avec le service de livraison. Moi, j'étais absolument fière d'avoir des jeunes qui venaient, qui avaient leur casque, qui avaient les masques, qui avaient tout ce qu'il fallait comme formule de politesse, venir me livrer à la maison et repartir, et multiplier leurs courses et s'adapter en termes de pricing à ce que le marché acceptait. Donc, c'est un secteur extrêmement fragile. Il faut les aider en productivité. Il faut les aider en termes de capacity building et il faut pouvoir les intégrer. Pour les intégrer, je n'ai pas la réponse. Moi, tout ce que j'avais dit à l'époque, c'était je souhaite que la banque que je dirige, et j'étais juste directeur général local au Sénégal, puisse capter l'épargne de l'informel, comme je l'avais fait au Mali, comme on l'a fait dans d'autres pays où vous verrez les banques aller vers les marchés. Capter l'épargne, c'est une chose, on ne capte pas tout. Les transferts ne passent pas par nous et on ne sait pas leur parler. Pour répondre à votre question, les banques ne savent pas parler au secteur informel qui s'est organisé et qui a un système de financement entre eux basé sur la confiance. Et tout ça échappe aux banques. Il y a les organismes de microcrédit, mésofinance, etc. Mais le financement n'est pas encore optimal et on n'arrive pas encore à les intégrer dans l'institutionnel. C'est un gros chantier. Merci beaucoup, Madame Tall. Gros chantier, effectivement, et l'approche financement, évidemment, elle est extrêmement intéressante.
Je vais demander l'avis de M. Bali sur cette question et ensuite Mme Seck. M. Bali, économie informelle au Mali, c'est aussi l'essentiel de l'économie. Comment on fait pour la rendre plus productive? Merci, oui, absolument. C'est l'essentiel, comme les autres pays africains. Simplement, je pense que souvent, on s'attaque aux conséquences sans s'attaquer aux causes. En réalité, l'informel, c'est la conséquence de quelque chose. Je crois que le docteur Ouedraogo l'a dit, c'est que nous ne sommes pas outillés, nous n'avons pas des environnements de business qui favorisent justement l'entreprise formelle. Donc, l'informel n'est que la conséquence d'une administration très lourde, d'une fiscalité prédatrice, confiscatoire, de tracasseries extraordinaires, d'un taux de corruption très, très élevé dans nos administrations. C'est pour fuir tout ça que les gens se mettent dans l'informel. Mais eux-mêmes, ils savent qu'ils n'ont pas intérêt à être dans l'informel, mais c'est pour fuir tout ça. Donc, il ne faut pas qu'on s'attaque à la conséquence d'une cause, il faut plutôt s'attaquer à la cause. Alors, pour transformer cette formidable énergie que nous trouvons dans le secteur informel, il faut que nous ayons des États visionnaires, des États stratèges, des États qui font faire au lieu de faire, des administrations publiques moins prédatrices, une fiscalité incitative, la digitalisation, c'est un secteur, c'est quelque chose de très important. Si on digitalise, on va réduire considérablement la corruption dans nos administrations parce que tout sera dématérialisé. Il n'y aura plus de contact avec l'administration publique. Il y a aussi un manque de formation technique et professionnelle. Moi, je trouve toujours que dans nos pays, on investit beaucoup trop dans l'éducation supérieure, beaucoup d'universités et tout ça, et très peu dans la formation technique professionnelle. Alors que ces jeunes qui sont dans la mer, ils ont besoin d'être formés. Et moi, je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs. Je fais énormément de coaching, de mentoring. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien ils ont des idées, combien ils sont dynamiques. Ils ont compris qu'ils doivent prendre en main leur destin. Et souvent, ils sont bloqués justement à cette corruption, à cette administration publique qui n'est pas… Ça dépend des pays. Il y a des pays où c'est très facile. Un pays comme le Rwanda aujourd'hui, c'est un bonheur que de créer une entreprise. Et vous verrez que le taux d'entreprise informelle est très bas dans un pays comme le Rwanda ou comme le Cap-Vert, par exemple, ou comme Botswana, ou comme l'île Maurice ou les Seychelles, parce qu'ils ont compris très tôt qu'il fallait mettre en place une administration qui va permettre à ce secteur informel de se formaliser. Mais l'autre frein aussi, le plus important pour ce secteur, c'est le financement. Je me réjouis de voir que Mme Tal change un peu de discours maintenant qu'elle est de l'autre côté. Le problème fondamental qui freine le développement des entreprises en Afrique, qu'elles soient du secteur formel ou informel, que ce soit des startups ou des PME, quelqu'un l'a dit, il nous faut des millions de PME en Afrique. L'Allemagne, sa force, c'est ça, ce sont ici des PME. Il faut du financement. On est un continent largement sous-financé. La moyenne des financements accordés à l'économie, la moyenne mondiale, c'est 132% du PIB. En Afrique, ça ne dépasse pas, la moyenne, c'est 24%. Il y a des pays comme le Maroc, l'Afrique du Sud qui sont presque à 90%. Il y a des pays comme le mien, on est à 24%. Le Cameroun est à 19%. Qu'est-ce que vous pouvez faire lorsque uniquement 20% de vos besoins en financement de votre PIB est couvert en financement? La Chine, l'économie, les financements à l'économie, c'est 234% du PIB. Ce qui freine la création d'entreprises, ce qui freine la création de champions, c'est vraiment ça, le problème de financement. Et ça, c'est un problème global. Il va falloir s'y attaquer. Sinon, pour qu'on ait moins d'informels, plus de formels, il nous faut vraiment, disons, un État visionnaire, une administration moins prédatrice, une fiscalité incitative, une formation et une digitalisation à outrance pour que les gens aient confiance et sortent justement de l'informel pour aller vers le formel en se disant, je peux sortir, je ne veux pas me faire
je ne vais pas me faire bouffer par l'administration publique. Merci beaucoup, monsieur Bali. Alors, Madame Toc, tout de suite, peut-être pour réagir à ces points de vue exprimés sur l'économie informelle, quel est votre point de vue? Oui, merci beaucoup. Je pense que pratiquement tout a été dit. Peut-être juste insister sur le fait que c'est un secteur qu'on ne connaît pas et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux le connaître dans le but d'apprendre plutôt que de punir. Je pense aussi que c'est un secteur qui ne veut pas trop se dévoiler pour ne pas avoir à subir certaines punitions, je vais les appeler. Et je pense que si on arrive en Afrique de l'Ouest à partir du fait que l'informel, on le fait très bien. Je pense qu'on le fait presque mieux que qui que ce soit. Et de voir ça comme une force et comment est-ce qu'on peut maintenant utiliser cette force pour développer des systèmes qui nous sont propres. Je remercie Evelyne d'avoir parlé du WIC où, par exemple, on est parti du principe de tontine. Les femmes savent se mettre ensemble pour économiser chaque fin de mois et investir ça dans une de leurs sœurs. Maintenant, comment est-ce qu'on prend ce mécanisme pour le moderniser, en faire un fonds d'investissement avec des principes de notre période? C'est vraiment ça le principe. On sait faire la tontine, comment est-ce qu'on fait avancer. Et c'est pareil de mon point de vue quand on regarde le secteur informel. Les circuits de distribution qu'ils ont su développer, les mécanismes de financement et d'appui entre les secteurs, comment occuper un espace, que ce soit en bien ou en mal et qu'on l'apprécie ou pas. Il y a des façons de faire de l'informel qui sont fortement maîtrisées en Afrique de l'Ouest. Comment est-ce qu'on apprend de ça pour les intégrer dans de nouvelles façons de faire qui sont propres à notre sous-région? Donc, juste insister sur le fait de mieux connaître ce secteur, de développer des fonds, des ponts plutôt, et des fonds, mais des ponts, je voulais dire, pour que l'apprentissage aille dans un sens et dans l'autre. Ce n'est pas seulement l'informel qui apprend du formel, mais dans le sens inverse aussi, de belles choses peuvent en sortir si on investit, on crée ce dialogue. Merci, Maddy. Je pense que le point de mieux comprendre cette économie, il est extrêmement important. Et je pense qu'il y a une étude sur le secteur informel, d'ailleurs, faite par l'actuel recteur de l'Université de Dakar, M. Mbaye, qui est un spécialiste de l'économie informelle. Et il fait cette distinction qui me semble être importante entre la grande économie informelle et la petite économie informelle. Et je crois qu'effectivement, il y a une partie de ce secteur où nous avons des entreprises qui brassent en fait des millions, voire des milliards de francs CFA, et ce n'est pas du tout de la petite économie informelle. Et cette distinction est déjà peut-être le point de départ d'une compréhension plus fine de ce secteur. Alors, on va être obligé d'être agile et à Wati, on essaye de s'adapter aussi en permanence. On va combiner les deux dernières questions. Au lieu d'avoir deux tours de table, on va en avoir un pour essayer de prendre quelques questions. Elles sont nombreuses, adressées par les participants. Les deux thèmes qui restaient, c'est les infrastructures et les questions de financement. Et finalement, il y a bien un lien entre les deux. Il faut des ressources pour financer les infrastructures. Il faut des ressources aussi pour financer toutes les politiques publiques que nous avons discutées jusque-là. Mais donc, je vais vous demander donc d'intervenir sur les deux points si vous le souhaitez. Les infrastructures, en mettant l'accent, nous on a mis l'accent dans notre réflexion sur tout ce qui est numérique, bien sûr. C'est un peu évident pour tout le monde. C'est peut-être pas le lieu d'en discuter parce que c'est évident qu'aujourd'hui Internet est essentiel et nous permet d'avoir des activités malgré Covid. Mais la question de quelles infrastructures est-ce qu'on considère prioritaire dans la région? Moi, je trouve très intéressant qu'au Nigeria, ils relancent énormément le ferroviaire depuis quelques années avec de grandes lignes de chemin de fer au sein du pays et même maintenant un projet qui doit joindre le Niger. À votre avis, est-ce qu'il faut donner la priorité à des grandes autoroutes en Afrique de l'Ouest ou est-ce qu'il faut réellement croire à nouveau au train? Et
Deuxième question, donc, la question du financement. Si vous avez des réflexions sur des approches innovantes sur le financement des infrastructures et les mobilisations la mobilisation de ressources de manière générale pour les économies de la région. Et je vais commencer cette fois-ci par monsieur Bali. Merci. En fait, toutes les infrastructures sont prioritaires, mais si on devait faire un ordre de priorité, clairement, les investissements dans l'énergie, pour moi, sont les investissements les plus prioritaires parce qu'on l'a dit, hein, pas d'énergie, pas d'industrialisation, pas de développement. Et donc, je pense que nos États, de façon générale, doivent mettre l'accent sur la disponibilité de l'énergie et un coût abordable. On a quand même des atouts, on a des avantages. Hein, on a du soleil, on a de l'hydraulique, on a l'éolienne. Donc, il faut vraiment mettre énormément l'accent sur l'énergie. Et pour le relier à l'autre question, comment financer toutes ces infrastructures qui nécessitent énormément de fonds? À mon avis, la solution, puisqu'on sait que nos États, malheureusement, sont de plus en plus exsangues et que ce sont des États qui sont bridés avec ces histoires de taux d'endettement, du PIB. Dès qu'on atteint un certain niveau du PIB, on dit qu'il faut arrêter de s'endetter. Or, si on ne s'endette pas, on ne peut pas créer des infrastructures. Sans compter aussi qu'il faut le reconnaître que l'argent qui est emprunté par nos États, une bonne partie, il y a un coulage énorme, il y a une bonne partie qui est détournée et finalement, on s'endette, on n'a pas en face toutes les infrastructures qu'on devrait avoir. Donc, pour moi, il y a une troisième voie, c'est les PPP. Donc, jusque-là, pendant très longtemps, c'est les États seulement qui investissaient. Ensuite, on a fait du tout privé. Maintenant, je crois que cette troisième voie du PPP donne de très, très bons résultats sur le continent. Au Sénégal, on voit l'autoroute. En Côte d'Ivoire, on voit le troisième pont. Chez moi, ici, il y a au moins une dizaine de projets de centrales électriques éoliennes, solaires et thermiques ici au Mali, portés par des sponsors privés. Donc, priorité numéro 1, l'énergie, et puis tout le reste, bien sûr, les routes, le chemin de fer. C'est un scandale que le train ne siffle plus entre Dakar et Bamako. Je trouve que c'est vraiment scandaleux. Depuis qu'on est indépendant, ni le Sénégal ni le Mali, on a posé 1 kilomètre de chemin de fer. C'est quand même pour moi scandaleux. Il y a que tout récemment qu'il y a eu le pont entre la Gambie et le Sénégal. J'ai appris maintenant qu'ils vont faire le pont entre le Sénégal et la Mauritanie. Bon, mieux vaut tard que jamais, mais toutes ces infrastructures vont vraiment permettre, je dirais, d'améliorer la mobilité, et surtout, la ZLECAf qui est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier, c'est bien beau la ZLECAf, mais si le paysan du Mali ne peut pas envoyer sa récolte au Sénégal ou au Burkina parce qu'il n'y a pas de route, la ZLECAf, ça va rester comme un vœu pieux. Si je reviens à l'énergie, rien que le barrage d'Inga, ça peut donner de l'électricité à toute l'Afrique. Pourquoi est-ce que l'Union africaine ne décide pas que le barrage d'Inga est un projet africain avec une structure ad hoc qui va le développer et ça sera une propriété de l'Afrique, quitte à payer un dédommagement à la RDC pour qu'on ait de l'énergie propre et à moindre coût. Donc, ça nous ramène encore à la vision politique de nos États et de nos chefs d'État. Et pour finir, moi, je crois dans des infrastructures sous-régionales et africaines. Vraiment, que le Mali fasse un petit bout d'autoroute, le Sénégal, à mon avis, ce n'est pas rentable. Je crois vraiment dans des infrastructures sous-régionales. Je rêve des marchés de l'énergie au niveau de ECOWAS où on s'installe avec une centrale au Sénégal, on peut transporter et vendre l'énergie dans les 15 pays de la CEDEAO, ainsi de suite. Voilà, je rêve d'une autoroute qui va de Dakar jusqu'à N'Djamena. Je ne crois pas du tout au niveau infrastructure, je ne crois pas du tout dans le nationalisme. Nos aéroports sont trop petits, du coup,
les pays nous mettent des taxes très élevées parce que les aéroports sont trop petits et reçoivent très peu de voyageurs. Il faut développer un grand aéroport pour plusieurs pays. Enfin, je crois en l'intégration et ça commence par les infrastructures. Mais encore une fois, l'énergie est la priorité numéro 1. Pour financer toutes ces infrastructures, bien sûr, les États peuvent continuer à s'endetter, mais à mon avis, il faut bien explorer la troisième voie. Et je vois quelques grands succès avec des sociétés comme RISE qui sont en train de faire beaucoup d'infrastructures avec des financements en PPP. Je pense que c'est l'avenir pour financer nos infrastructures sur le continent. Merci beaucoup, Monsieur Bali. Je vais demander à Madame Tal de réagir tout de suite, notamment parce qu'il est question de finances aussi, de mobilisation de ressources. Voilà, où sont les marges de manœuvre? Est-ce que nous avons des marges de manœuvre? Est-ce que c'est l'endettement? Est-ce que ce sont les apports extérieurs, en particulier dans une période de crise avec beaucoup de difficultés de visibilité, comme vous l'avez souligné? Madame Tal. Merci d'activer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, j'avais oublié de... Pour le financement, il y a le problème de la mobilisation des ressources des États et il y a le financement de l'économie. Donc, ces deux problèmes bien séparés. Pour les États, il y a de plus en plus de pression sur les budgets des États. On a vu les aides qu'ils ont dû sortir massivement au début de la crise. L'aide publique au développement va baisser. Donc, il faut trouver de nouvelles voies. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit en termes d'une meilleure mobilisation des ressources fiscales, élargissement de l'assiette fiscale, plus de transparence dans la démarche, également la lutte contre la corruption et une meilleure gestion des ressources publiques de nos pays. Je voudrais qu'on n'oublie pas le rôle important que jouent des organismes de financement comme la BOAD et la BIDC et qui ont la capacité d'aller chercher des ressources très longues à l'extérieur et qui les utilisent pour appuyer le développement de nos pays. La BOAD vient de lever des obligations à développement durable. C'est une première, Sustainability Bonds, 750 millions de dollars sur des durations de 12 ans. Donc, ce n'est pas du 5 ans qu'ils ont eu et ça a été sursouscrit 6 fois. Donc, ces organismes jouent un rôle extrêmement important d'appui au financement pour les États, mais pour les États, il faut une meilleure gestion du peu qui nous reste des ressources publiques, sachant également que l'assiette fiscale, elle repose sur 20% des acteurs de l'économie. On ne peut pas faire plus. Maintenant, les États pourront, je suis d'accord avec le partenariat public-privé, ça fait partie de la palette des instruments de financement innovants. Créer de nouvelles taxes, il faut qu'on fasse absolument attention. Encore une fois, il ne faut pas qu'on fasse du copier-coller, mais peut-être des taxes sur l'environnement, donc pas faire des taxes, pour moi, de mon point de vue, sur les transactions financières, alors que vous parlez de bancariser les populations. Une taxe de luxe marche en Chine, mais quel est le produit de luxe qu'on va taxer chez nous? Donc, sur les financements innovants, il faut également qu'on puisse choisir et l'adapter à notre environnement. C'est ce que je voulais dire un peu sur les États. Sur les États également, hein, en termes de financement externe, il y a beaucoup d'accords bilatéraux et multilatéraux. Multilatéraux, ils sont décaissés, mais d'accords bilatéraux qui ne sont pas décaissés de manière efficace parce que, tout simplement, nous n'avons pas les expertises qu'il faut pour pouvoir décaisser et accélérer le décaissement de ces lignes-là. Et cela, il faudrait que peut-être qu'ils le voient. Il y a plein d'exemples de fonds qui sont là, ou alors des accords qui sont renouvelés sans décaissement. Et ça, c'est de l'inefficacité. Et on ne peut pas se permettre d'avoir ce niveau d'inefficacité, surtout dans ces temps de pandémie. Pour le secteur privé, Monsieur Bali, je continue à dire que les banques ne peuvent pas tout faire. J'ai toujours dit ça. Très réglementé. On va parler du bilan des banques qui ont des ressources courtes et qui sont sollicitées sur le long terme.
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il est temps, ou le temps a fait qu'il est nécessaire qu'on puisse utiliser une palette diversifiée de financement. Que les banques fassent ce qu'elles font. La microfinance a pu parler à un secteur auquel les banques n'ont pas pu parler. La mésofinance a joué également, microfinance, mésofinance, joué son rôle. Madji vous a parlé du fonds d'investissement WIC. Elle est très humble. C'est beaucoup plus qu'une tontine. Il y a un fonds qui a été créé et avec une académie qui apporte un appui aux femmes qui sont financées. Et donc, c'est parti, bien entendu, sur la base de cotisations de femmes, mais c'est un concept qui a une vocation panafricaine. Donc, voilà, à ce niveau, et qui est adapté aux femmes, qui a pu écouter les femmes, qui a pu financer les femmes en equity et en dette, et qui ont servi de levier pour pouvoir lever d'autres fonds. Donc, il y a plusieurs initiatives qu'on n'utilise pas assez. Il y a des fonds de garantie qui existent dans notre région, qui peuvent faire baisser le risque. C'est juste qu'on va à une source de financement, on n'a pas tout le financement qu'on a, alors qu'il y a d'autres sources de financement qui existent. Je ne terminerai pas, je prends ma casquette du groupe CGF avec le marché financier, qui est peu connu, qui a besoin d'être dynamisé, qui est complémentaire aux banques, parce qu'il vient souvent en renforcement de capital. Les banques viennent pour de la dette, donc ils ne sont même pas concurrentiels. Ça apporte une certaine rigueur et il y a un compartiment qui est ouvert aux PME. Ce n'est pas seulement pour les grandes entreprises, il y a un troisième compartiment qui est ouvert pour les PME. Donc, mon discours aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut pouvoir mixer tout cela. Moi, j'ai souvent parlé de la finance utile. Et la finance utile, c'est de pouvoir connaître sa propre situation, ses forces et ses faiblesses, et connaître les différentes sources d'approvisionnement, on va dire, pour pouvoir, d'approvisionnement en financement. Mais le financement reste le moteur de la croissance. Et quand je parle de financement adéquat, le financement doit s'adapter à chaque situation et à chaque domaine. Rapidement sur peut-être les infrastructures, je suis d'accord sur l'énergie. Moi, je rajoute l'eau. Sans eau, on ne vit pas. Et l'accès à l'eau est un très grand problème. Pas seulement l'eau potable, mais l'eau pour pouvoir également produire, créer des industries. Et je suis d'accord sur le transport, ne serait-ce que transporter nos marchandises que l'on rêve de créer, que l'on rêve de transformer dans nos pays et pouvoir commercer entre nous. Le commerce dans la sous-région interrégionale ne représente que 8%, moins de 10% en tous les cas, du commerce global. Mais avec ce qui se passe avec la pandémie, il vaut mieux qu'on puisse commercer à côté de chez nous, hein, vendre et acheter à côté de chez nous et transformer, consommer ce qu'on a là, parce qu'on ne pourra pas toujours avoir des avions ou des bateaux ou même voyager pour aller nous approvisionner, comme certains d'entre nous pouvaient le faire avant dans d'autres marchés. Donc, absolument les transports, et je rajouterai l'infrastructure numérique. Il y a aujourd'hui une telle agilité, une telle adoption de tout ce qui est digital qu'il nous faut un Internet stable. Pour moi, c'est une question, c'est un droit. On doit l'avoir pour pouvoir soutenir cela et ça nous aide en fait. C'est un accélérateur également dans l'éducation et dans des domaines tellement importants que je voudrais rajouter les infrastructures numériques en Afrique pour qu'on puisse encore une fois augmenter le rythme, comme je le disais, d'exécution et avoir une plus grande efficacité dans l'exécution. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, on est déjà à 17h30, le terme prévu de cette table ronde, mais je compte sur l'engagement des quatre invités pour poursuivre un tout petit peu la discussion. Je crois que ce sont des sujets extrêmement intéressants. Et je pense qu'au niveau de Wati, on prend déjà l'engagement de faire d'autres webinaires pour approfondir chacune de ces questions tout au long de cette année. Donc, je m'attends à ce qu'il y ait la frustration de la part de certains participants qui ont beaucoup de commentaires et beaucoup de questions et qu'on ne pourra pas traiter cette fois.
Mais je passe la parole à Madi pour réagir sur cette question, infrastructure et finances, et ensuite à Dr. Ouedraogo. Madi. Merci beaucoup, Gilles. Donc, pour moi, c'est les infrastructures, oui, absolument, il faut qu'on investisse et je ne vois pas d'exception. Je dirais peut-être plus qu'il faut libérer la créativité de nos populations pour mettre en place les infrastructures qu'il nous faut, mais aussi qui coûtent beaucoup moins cher à dérouler. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe en matière de téléphonie et la communication. On est tous sur nos portables. On voit ce qui se passe avec l'énergie, où on essaie de faire plus de off-grid pour accélérer les choses. Il y a des technologies incroyables dans l'assainissement que les gens commencent à penser et comment changer la manière dont nos économies sont structurées pour aussi avoir les infrastructures qu'il nous faut, mais investir juste les montants qu'il faut. Au lieu d'attendre que beaucoup de ces inventions, ces innovations nous viennent d'ailleurs, qu'est-ce que nous, on peut faire avant d'investir dans de très, très grosses infrastructures, on se dise, est-ce que dans 10, 20 ans, ceux-ci n'auront plus lieu d'être, il y aurait eu la technologie serait passée par là et tant d'autres facteurs qui font que on n'a pas bien dépensé. Donc, je pense qu'on a beaucoup à mettre et investir dans la recherche et développement pour voir ce qui peut ressortir à ce niveau-là. Donc, comment réfléchir pour s'assurer que les investissements, je vais dire le value for money est le maximum qui peut être pour nos pays. Merci beaucoup, Madi. Tout de suite, Seydou. Tout à l'heure, on parlait du Dakar-Bamako, le train, et c'est vrai que personnellement, je suis du Bénin et il y a une organisation comme une Bénin-Niger qui existait à l'époque et le train était censé faire Cotonou-Niamey, il n'est jamais arrivé à Niamey en 30, 40, 50 ans, jusqu'à ce que l'entreprise, je pense pas maintenant, a simplement a été dissoute. Et je crois on se demande au fond combien d'années on a perdu sur ce terrain, comment cela aurait pu changer l'économie de la région si on avait maintenu et prolongé au moins les lignes de chemin de fer qu'il y avait il y a 40 ou 50 ans. Seydou, sur le financement, je sais que vous avez travaillé aussi sur les banques en particulier et sur le financement de l'économie. Merci Gilles. Je me permets avec ta permission de partager mon écran pour montrer deux graphiques que j'ai tirés d'un travail de recherche. Tu l'as indiqué, mon programme personnel de recherche, c'est Monnaie Banque Finance et Afrique, on travaille beaucoup là-dessus. C'est ce premier graphique qui montre en fait le niveau de développement financier en d'autres termes. Ce sont les statistiques que M. Bali donnait à l'instant, à savoir le ratio entre le crédit à l'économie et le PIB, le PIB donc. Ici, vous avez ce ratio-là qui est pour la courbe en bleu. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Parfait. Donc, qui est la courbe pour la moyenne des low-income countries, donc les pays à revenus faibles. Et vous voyez la moyenne sous-régionale de l'UEMOA ici qui est en vert. Deux choses. La première, c'est donc notre faiblesse, y compris relativement à des économies faibles comme les nôtres dans le monde. Par contre, la deuxième chose, c'est la bonne nouvelle de cette évolution croissante. Je m'arrête à 2015, malheureusement, je n'ai pas eu le temps d'aller plus loin, mais je veux dire, on voit que cette croissance a continué. Il y a un approfondissement financier bancaire qui est en cours, qui est insuffisant, mais qui est en cours. Dans un travail de recherche Afrique que j'ai conduit, nous avons mis cela en lien avec ce deuxième graphique, qui est une révolution qui est arrivée dans notre secteur financier, dans notre secteur bancaire, on va dire en gros les 20 dernières années, le quart de siècle passé. À savoir que les parts de marché qui sont en jaune ici, qui sont les parts de marché des banques non africaines dans l'UEMOA, en gros, on va dire des banques européennes, vous savez desquelles je parle, leurs parts de marché sont tombées de plus de moitié au début des années 2000 à aujourd'hui moins de 16%. Aujourd'hui, c'est inférieur à 15%. Il y a de belles entreprises internationales dans le secteur bancaire qui résistent. Je ne vais pas donner de nom, mais en gros, le leadership est désormais ouest-africain et panafricain.
Vous voyez donc la courbe en vert qui sont les parts de marché des banques en africaines, celles que Mme Tal a pu diriger, auxquelles elle continue de participer. C'est une excellente nouvelle. Ça montre une appropriation africaine, mieux, ouest-africaine, du secteur bancaire qui a une conséquence, qui a des conséquences immédiates qu'on montre dans son travail de recherche. Ce n'est pas le lieu de le présenter, mais je vais indiquer ces conséquences. La première, c'est qu'elle finance plus l'économie que leurs concurrentes européennes. Ce n'est pas une question de nationalisme, c'est qu'elles connaissent mieux leur société. La deuxième, elle finance plus les PME que les étrangères. Quand je dis étrangères non africaines. La troisième, elle finance plus l'investissement que les autres. Donc, pour indiquer que, quand j'indique que le capital, la nature, l'origine du capital est décisive, c'est de cela qu'il s'agit. Nous avons besoin d'une appropriation de nos économies par nos capitaines d'industrie, dans le secteur bancaire, dans le secteur financier, dans l'industrie, à tous les niveaux. Deuxième point, c'est pour indiquer que je suis tout à fait d'accord, effectivement, que la question du financement de nos économies, il y a une pluralité de besoins de financement dans les villes, dans les campagnes, dans les PME, dans les grandes entreprises, l'export, l'import, l'investissement, la consommation, et ainsi de suite. Et qu'il faut en conséquence avoir en face une sorte d'architecture institutionnelle, d'institutions financières qui concourent chacune à son niveau pour lever le défi. Donc, il faut que le marché financier sous-régional soit davantage sollicité, qu'on lève les blocages à ce marché, parce que je vous donne une information. Je ne suis pas convaincu que dans certains cas, il coûte moins cher de se financer hors de la région que de se financer sur le marché. Parce qu'on n'a pas le risque de change sur notre marché sous-régional. Et deuxièmement, quand vous regardez les délais pour examiner la question de l'aide ou des financements concessionnels et que vous évaluez ces délais, en termes de taux d'intérêt, je ne suis pas convaincu que le marché sous-régional soit moins efficace. Donc, il y a cela qui est important. Il y a les sociétés de garantie, un ensemble de choses. En définitive, vous ne pouvez pas obtenir une mobilisation suffisante de vos institutions de financement si vous les faites gouverner par des règles qui ne sont pas propres à vos sociétés, aux besoins de vos sociétés. Je donne deux illustrations. La première a été donnée par M. Bali. Les ratios de convergence, les ratios d'endettement que nous nous sommes imposés, suggérés par d'autres, mais que nous avons épousés, n'ont aucun fondement scientifique, sont tout à fait contradictoires avec les besoins de financement réels de nos économies. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir une gestion imprudente des finances publiques. Il y a une question fondamentale qui est de faire en sorte que le financement mobilisé corresponde à des investissements réels pour que le retour sur investissement assure le financement. C'est cela qui est le paramètre clé. Ce n'est pas le volume de ressources mobilisées. C'est où est-ce que ces ressources vont. Si ces ressources vont à des investissements structurants qui élargissent les perspectives de croissance, ça va produire le progrès économique et social comme ça a été partout ailleurs. Mais si nous nous laissons gouverner par des normes qui n'ont pas de fondement scientifique, qui n'ont jamais été montrées dans l'histoire du développement comme étant des normes vertueuses, mais qui ont été montrées dans des sociétés qui avaient fini de s'industrialiser, si nous les épousons comme telles, on ne va pas s'en sortir. Le dernier exemple, ce sont les accords de Bâle. Les normes bâloises que nous avons transposées. J'ai fait un papier qui est paru dans un ouvrage collectif avec Oxford University l'année passée, qui montre très clairement que dans notre espace UEMOA, la transition des normes de Bâle 2, Bâle 3 ne correspond pas à un impératif de nos économies. Ça correspond à une discussion avec le FMI qui n'a pas pris sur les réalités concrètes de nos économies et les besoins de nos économies. En conséquence, les banquiers vous le disent. Ces normes les gênent également aujourd'hui dans leur capacité à continuer de s'étendre, dans leur capacité à financer nos économies. Donc, en définitive, il s'agit pour nous de considérer qu'on ne financera pas nos activités par à-coup en allant chercher l'argent à l'extérieur. Nous allons construire les institutions endogènes de financement de nos économies au niveau national, au niveau infranational, national et régional et continental, et que ces financements vont s'adosser à des financements et des mécanismes étrangers sans être fermés, mais qu'il est indispensable que notre système financier sous-régional et national soit dédié à cela. Un petit mot sur les infrastructures. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je m'en voudrais de ne pas dire un mot sur cette question fondamentale. Parce que si je pilote beaucoup sur le financement, c'est que précisément on a besoin que le financement arrive là. Je suis tout à fait d'accord avec M. Bali que l'énergie est décisive. Le coût de l'énergie, mais surtout sa disponibilité dans nos pays, interdit l'industrialisation. Il faut lever cela. Je dis également que ce que Mme Tal dit est fondamental. La demande des populations sahéliennes aujourd'hui pour se reconnaître dans nos États, c'est l'eau.
Quand vous faites des sondages aujourd'hui au Burkina Faso, dans les parties insécurisées du pays, j'imagine que ça va être la même chose au Mali, à l'intérieur du Sénégal, ainsi de suite. Les populations veulent de l'eau potable pour tomber moins malade, de l'eau pour aussi faire leurs activités pastorales et agricoles. Donc, ce sont des financements stratégiques, ce sont des besoins stratégiques. Les rails, je suis tout à fait d'accord qu'il est inadmissible que nos parents, nos grands-parents aient posé les rails dans les conditions effroyables que nous connaissons et qu'on les laisse aujourd'hui en l'état. Il y a des pays dans lesquels on démonte les rails pour les vendre à la ferraille. Donc, c'est une situation qui est complètement inadmissible, qui est liée à une absence de volonté politique qui épouse cette problématique. Le dernier mot que je veux dire sur les infrastructures, c'est de considérer ceci. Les infrastructures sont la structure des économies, des nations économiques. Si vous ne créez pas d'infrastructures qui connectent les régions, qui connectent l'intérieur du pays avec nos îlots de développement comme les capitales, nous n'avons pas de nation au plan économique. Parce qu'une nation, ça a un squelette, ce sont les infrastructures. C'est le rail, c'est l'énergie, c'est le numérique. Ce sont les infrastructures qui connectent les populations, qui connectent les dynamiques commerciales, régionales, nationales, et ainsi de suite. Et en conséquence, il faut bien qu'on se rende compte que si nous avons une ambition pour nos pays, pour les constituer comme êtres collectifs nationaux ou régionaux, immédiatement, on doit avoir des programmes d'infrastructure derrière qui les permettent d'avoir ce squelette-là. Mais il faut se rendre compte d'une chose. Je l'ai souvent dit et je le répète. Ce qui est décisif, ce qui apporte le développement, ce n'est pas tant le pont, non. Ce sont les capacités qu'on a acquises dans la construction du pont. C'est ça qui fait le développement. Quand vous faites un pont et que les capacités qui ont construit les ponts, qui les ont acquises, qui ont été fabriquées, qui ont été construites à l'occasion de la pose du pont sont parties, eh bien, ces capacités quittent votre espace. Le développement, c'est davantage les capacités acquises dans la construction du pont que le pont lui-même. Et en conséquence, je reviens toujours à cette question nationale. Il nous faut courageusement considérer que nous devons mettre aux manettes de nos économies les nôtres, nos hommes d'affaires, qui ont montré, comme dans le secteur bancaire, comme dans d'autres secteurs, les 20 dernières années, qu'ils sont en capacité de faire beaucoup mieux que ceux à qui on avait confié nos destins à des décennies en arrière. Il faut en tirer toutes les conséquences, mais ça ne doit pas être un mariage frauduleux et de copinage avec le politique qui distribue à la tête. Ça doit être quelque chose qui soit organisé sur les capacités réelles. Si aujourd'hui, on veut sélectionner dans le secteur de l'hôtellerie, de la banque, de l'industrie, des transports, dans nos pays et dans nos espaces, nous savons qui sont ceux qui savent faire. Si nous pouvons construire des politiques publiques en faveur de ces capitaines d'industrie, en faveur de ces entreprises régionales et nationales, avec de l'exigence civique, avec de l'exigence pour la rentabilité socio-économique nationale et régionale, nous serons en capacité d'amorcer le développement auquel je crois, parce que je crois que notre espace est plein de dynamisme, plein de capacités. Je rejoins ce que Gilles dit à l'instant là-dessus. Mais pour cela, nous avons besoin de faire en sorte que nos politiques publiques arrêtent de mal fonctionner et de faire ce qu'il ne faut pas. Nos politiques publiques doivent être au service de l'émergence concrète de nos dynamiques ici et maintenant. Merci. Gilles, je sais qu'on est un peu en retard. J'aimerais cette slide okay, qu'elle reste un peu, parce qu'elle me parle. Avec plaisir. Hein, si les invités ont le temps, on y va pour quelle dernière minute pour prendre une ou deux questions. J'ai regardé la slide avec même de l'émotion. Parce que je voyais bien, je me rappelais bien cette période 98-2000 où c'était absolument dur. On nous disait qu'on allait disparaître en tant que banque. Et quand la courbe commence à s'infléchir en 2006 et on voit d'autres banques venir et dire « nous sommes régionaux, nous sommes panafricains ». Donc, c'est pour vous dire que c'est possible et qu'aujourd'hui, plus il y aura de champions banques dans tous les secteurs, de champions nationaux, de champions panafricains, mieux c'est. Moi, j'ai toujours dit, plus il y aura de banques transnationales et mieux on se portera. Et ce qui fait qu'après EcoBank, j'ai accepté d'aider les amis de Coris et également, je suis dans la holding de BGFI parce qu'il faut absolument que les banques, surtout dans le financement, que ce soit fait par des gens du secteur. Le dernier point peut-être, et qui est un point à controverse, mais je vais le dire, je vais le partager. Moi, je crois également en la formation de grandes banques publiques nationales. On va tout de suite me dire, ah, les banques nationales de développement ont été... j'ai dit oui, ça s'est passé.
Mais la BPI France a été créée en 2012. Personne n'a rien dit. Sur le site de BPI France, ce qu'ils disent, leur mission, c'est d'approfondir l'économie, dynamiser et rendre plus compétitive l'économie française. C'est le rôle de BPI France. Il nous faut de grandes banques nationales où l'État est présent au capital. Ce que je dis simplement, c'est que pour pérenniser leurs actions, il faut que la gouvernance soit à un standard international. Mais si on n'a pas ces grandes banques nationales, on ne pourra pas impulser les grandes lignes de stratégie de développement de nos pays. Et ça, moi, je milite pour cela, en même temps avec les banques commerciales. Mais tout ce que je dis, c'est que la palette n'est pas encore complète. Il nous faut impulser, et on parlait d'urgence, on parlait d'extrême urgence, on parle de quelque chose de vital. Et moi, c'est une idée que j'aimerais faire avancer, même si elle n'est pas très populaire là, mais les autres l'ont fait sans problème. Ça a accompagné leur PME, PMI, ça a financé, il y a un organisme de garantie, ça a accompagné à l'export et ça a dynamisé l'économie. Pourquoi pas chez nous, mais bien entendu, avec une gestion qui répond aux meilleurs standards et une gouvernance qui répond aux meilleurs standards. Mais les États doivent créer leur grande banque nationale et pouvoir prendre des paquets importants, les doter en capital, prendre des paquets importants sur des projets structurants pour nos pays. Merci, je m'excuse d'avoir repris la parole, mais ça me tenait à cœur. Merci. C'est important, ça complète des choses absolument indispensables. Merci, oui, c'est absolument intéressant et je crois qu'on est là justement pour être totalement ouvert dans nos propositions et ne rien s'interdire en regardant ce que font les autres partout, en Asie comme en Europe, c'est de continuer à soutenir activement leurs économies, même les pays les plus libéraux sont ceux les plus libéraux. Quand on regarde dans le détail, on voit beaucoup de politiques de soutien actif de leurs économies. Alors, on va vous prendre, si vous permettez, quand même encore 10 dernières minutes et je vais demander à Paoli s'il y a vraiment 2 ou 3 questions les plus précises qu'on pourrait adresser aux panélistes pour conclure cette réunion à nouveau, je trouve extrêmement riche. Oui, merci Gilles. Et effectivement, nous avons eu une panoplie de questions qui viennent des internautes. J'ai pu relever 2 questions. La première, c'est le crowdfunding, le financement participatif. Serait-ce une solution pour les PME, aussi bien formelles qu'informelles? Et si oui, comment? Alors, qui veut réagir? Pour le crowdfunding, oui, mais on n'a pas encore la réglementation qu'il faut pour l'encadrer pour le moment. Donc, moi, je dis on ne doit rien s'interdire, mais également, il s'agit de l'épargne publique. Il faut qu'on soit sûr qu'il y a la réglementation adaptée. Oui, Paoli, sauf si quelqu'un ne peut pas encore retourner. D'accord. Une deuxième question, c'est comment intégrer le secteur informel dans le système financier classique? Peut-être, si tu permets, oui. Je pense que la question doit être de dire comment financer les activités économiques, y compris celles du secteur informel. Parce que dans le système financier classique, Mme Tal l'a indiqué, il y a des structures de financement, notamment les SFD, qui sont plus ou moins officielles dans certains cas, qui sont aujourd'hui en émergence, qui arrivent à épouser les besoins du secteur informel, en tout cas le petit secteur informel. Donc, la question qui est posée, ce n'est pas d'arriver, de garder des institutions là et de dire on va bouger ce secteur informel vers là. C'est la question de la convergence de nos dynamiques financières et nos dynamiques économiques réelles. Comment on arrive à créer un carrefour autour duquel nous avons des préoccupations qui se rencontrent. Ceux qui ont besoin de financement et ceux qui savent faire. Et que ceux qui savent faire puissent épouser les besoins de ceux qui ont besoin de financement et que ce soit des vrais deals économiques au service de la rentabilité économique et sociale. Je fais observer une chose. La question qui est posée, ce n'est pas de dire on va faire en sorte que le secteur informel soit davantage financé et qui va continuer. C'est de réformer complètement nos économies. Et si vous regardez aujourd'hui, nous avons la possibilité, c'est l'une des propositions sur lesquelles nous avons travaillé à Free Afrique, nous avons la possibilité de faire en sorte aujourd'hui
qu'on ait des petites banques. Une banque, ce n'est pas sa taille, c'est le principe qui compte. Les institutions de microfinance sont en capacité aujourd'hui d'être éligibles pour les plus prospères et les plus, j'allais dire, les plus vertueuses d'entre elles à un refinancement du système bancaire. Parce que qu'est-ce qui se passe de la Banque centrale? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les banques commerciales vont chercher l'argent à la Banque centrale et viennent donner au secteur privé. Elles vont chercher l'argent de la Banque centrale également et viennent donner au secteur de la microfinance qui va donner au reste de l'économie. Résultat, le secteur de la microfinance ne peut pas être moins coûteux parce qu'il reprend chez un revendeur, si vous souhaitez. On peut aujourd'hui créer une dynamique vertueuse sans déglinguer encore une fois le secteur bancaire qui est sur de bonnes dynamiques, même si on doit accélérer cela, mais faire en sorte que le secteur, le système financier décentralisé puisse avoir des ressources importantes de la politique monétaire pour lui permettre de mailler davantage ses besoins populaires. Mais encore une fois, il s'agit de quelque chose qui doit aller dans les deux sens. En contrepartie, qu'est-ce que les autres donnent? Qu'est-ce que les SFD sont prêts à faire en termes de règles de gouvernance? Qu'est-ce qu'elles sont prêtes à faire en termes d'impact social? Parce que si nous disons ça, c'est parce qu'on croit que ce sont les vecteurs de progrès social et économique. Merci beaucoup, Dr. Ouedraogo. Et là encore, hein, à nouveau, on ne s'interdit rien, y compris cette idée finalement de ne pas passer forcément par le refinancement classique de la Banque centrale. Une dernière question, Paoli, et je vais donner l'occasion à tous les panélistes de dire un dernier mot. Donc, une dernière question. Une dernière question. La digitalisation permettra de réduire la corruption dans nos pays, mais que faut-il dire, que faut-il penser de la fracture numérique? Alors, quelqu'un veut réagir? À nouveau, je pense que M. Bali a parlé de la corruption, c'est de celle qu'il a dit de manière la plus explicite. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur ça? La possibilité aussi d'être beaucoup plus, je dirais, plus clair, plus direct, plus offensif sur la réduction de la corruption dans nos administrations et ça tue toutes les politiques publiques. Est-ce que la digitalisation est là aussi une solution? Merci. En fait, je crois que la question, c'est sur la fracture numérique. C'est bien ça. Hein? Madame Tal l'a dit, parmi les investissements prioritaires, il y a aussi le numérique. Moi, j'ai le privilège de l'âge, donc j'ai connu le téléphone qui tourne où on appelle une opératrice qui vous passe votre correspondant. Madame Tal aussi dit qu'elle a connu ça. Donc, aujourd'hui, avec le numérique, avec les télécoms, il y a 20 millions de Maliens, il y a 40 millions de puces. Donc, je crois quand même qu'on a fait un bond extraordinaire. Mais il est vrai que cette fracture numérique, elle existe. Nous avons très peu de bandes passantes et puis nous avons l'Internet le plus cher au monde. Donc, il y a eu un bond fantastique, c'est clair, mais il reste beaucoup à faire pour que nous puissions non seulement vulgariser Internet. Bon, aujourd'hui, avec le téléphone, le mobile, dans les villages les plus reculés, les gens font du mobile banking, les gens peuvent s'appeler. Maintenant, il faut passer à la data. Et là, c'est vrai que l'Afrique est très, très en retard et ça nécessite effectivement des investissements colossaux que doivent réaliser les opérateurs. Mais là aussi, c'est là que je dis toujours, mutualisons nos moyens. Si tous les pays africains se mettent ensemble pour tirer des câbles, pour tirer la fibre, pour mutualiser les financements, on peut en ce moment amortir plus facilement les financements nécessaires pour que Internet soit accessible à tous les Africains. Je crois que le taux de pénétration du mobile n'est pas loin des 100% sur le continent maintenant, mais Internet, je crois qu'on est à moins de 20%, quelque chose comme ça. Et ça reste très, 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 très cher. Internet, ça reste très, très cher. Donc, je crois que la personne qui a posé la question a parfaitement raison.
L'Afrique a fait un bond extraordinaire dans le numérique. On voit les incubateurs à Nairobi, à Dakar, à Lagos, à Casa. C'est extraordinaire ce qui se passe dans le domaine du numérique sur le continent. Mais pour qu'on puisse soutenir cette industrie du numérique sur le continent, il va falloir vraiment maintenant vulgariser la data. Et ça nécessite des investissements. Et il va falloir faire beaucoup d'investissements pour que Internet soit disponible pour tout le monde et à un coût beaucoup plus abordable. C'est toujours, moi, chaque fois que je reçois la facture Internet dans nos hôtels, je suis toujours abasourdi, quoi. Le coût est absolument exorbitant. Voilà. Je voudrais appuyer ce que Mossadegh vient de dire sur la data. Sur mobile money, on voit des flux extraordinaires. On sait comment envoyer l'argent. Je regardais les statistiques. Les statistiques en valeur de mobile sur une année 2019 sont égales aux statistiques des dépôts collectés par les banques. 27 000 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est acquis. C'est la data qui est importante. Et c'est aujourd'hui plus que nécessaire. Et c'est quand je disais c'est un droit, à cause de la situation de la pandémie, nos enfants ne vont plus à l'école. Moi, je suis allée rendre visite à une de mes cousines dans un quartier de Dakar et j'ai vu qu'il y avait un budget pour pouvoir acheter une puce, connecter l'enfant à leur téléphone pour qu'il puisse suivre son cours de loin. Ce qui, un coût qui n'est même pas intégré dans les pays développés. L'enseignement à distance crée un stress sur les parents parce qu'il faut pouvoir aller acheter, et Mossadegh l'a dit, c'est absolument cher. La santé également. De loin, on pourrait influer sur la santé. On n'a pas assez de médecins, mais le nombre de consultations à distance a fortement augmenté dans les pays plus développés à cause de cette pandémie. Nous, pandémie ou pas, on n'a pas assez de médecins, on n'a pas une couverture suffisante. Donc, si on avait une bonne data, au moins, il y a certains coins reculés où on pourrait organiser cela et relever le niveau sanitaire de nos populations. C'est ce que je voulais ajouter en étant totalement d'accord avec ce que Mossadegh vient de dire. Merci. Je vais juste rajouter ou réitérer le point. On doit en faire un droit, tout simplement. Ce n'est pas un privilège, mais aussi faire comme on voit certains pays en Asie faire où ce sont des PPP. L'État investit de la même manière qu'on développe des autoroutes et d'autres infrastructures. Il ne faut même pas se poser des questions concernant le digital et aller juste au-delà des infrastructures physiques, mais aussi tout ce qui est donné. C'est devenu un droit et c'est un débat qu'on doit accélérer et clôturer. Mais j'avoue qu'au Sénégal, on est assez... on est bien lotis, donc on se plaint un peu moins de ce côté-là, aussi bien accès que coût, même s'il reste encore à faire. Merci beaucoup. Je pense qu'on n'a vraiment pas envie d'aller au terme de ces discussions. Il y a beaucoup de richesse dans vos différents propos, mais il va quand même falloir qu'on conclue. Alors, ce que je vais quand même proposer, c'est de vous donner l'occasion de dire vraiment un mot. Quelle recommandation principale vous auriez, quel mot, disons, vous souhaiteriez laisser un peu au terme de cette discussion et peut-être en pensant aussi au fait que nous sommes un think tank citoyen à Wati et on estime que chacun finalement peut faire quelque chose. Et au fond, est-ce que les citoyens eux-mêmes de la région peuvent faire quelque chose pour pousser à ces changements économiques que nous avons tous évoqués cet après-midi? Donc, je commence peut-être par Madjiguène et on va procéder ainsi donc pour les trois autres invités. Vas-y. Tout a été dit, Gilles, très franchement. Le fait que, pour moi, la crise a montré qu'on peut quand on veut. Et maintenant, décidons où est-ce qu'on veut pour accélérer et réaliser. Voilà. Donc, merci beaucoup et je pense que ça a été très enrichissant.
Merci, merci Mehdi. Madame Tal? Merci beaucoup. Je vais être également brève en disant, en me répétant, en disant qu'il y a urgence, il y a tellement d'enjeux de développement, d'enjeux de vie tout simplement, de survie en Afrique, qu'il y a toujours eu urgence chez nous. Donc si on peut mettre le curseur à extrême urgence, on n'a qu'à adresser l'extrême urgence et prendre les mesures qu'il faut pour accélérer la mise en œuvre des politiques et apporter tout le temps de l'efficience dans la mise en œuvre. Mais je ne vais pas terminer sans dire que la pandémie est un drame sanitaire d'abord. Et c'est pour ça que moi, je me suis très, très peu exprimée du point de vue économique. Il y a eu immédiatement une répercussion économique, ce qui est assez rare. Il n'y a pas eu de décalage, mais ça a été un drame sanitaire d'abord. Il ne faut pas qu'on oublie la bataille du vaccin. Il faut qu'on entende la voix de l'Afrique dans le vaccin, dans toutes les mesures qui doivent être prises et qui sont prises pour pouvoir trouver une solution durable à cela. Il faut que l'Afrique soit entendue et sa part et qu'on puisse également, même si on a été moins touché que les autres, qu'on puisse ne jamais oublier qu'il y a de terribles drames journaliers derrière. Et merci pour le débat très riche. Merci beaucoup. Merci, Madame Tal, c'est nous qui vous remercions. Monsieur Bali? Merci beaucoup. Encore une fois, je remercie Wati de m'avoir invité. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec mes co-panélistes, des sujets, des propositions très intéressantes, des développements très intéressants. Moi-même, j'ai beaucoup appris pendant ces échanges-là. Je pense que toute crise est une opportunité aussi, hein? Et donc, la pandémie doit être une opportunité pour nos pays de se réinventer, d'améliorer notre gouvernance, de se prendre plus en charge. Je partage parfaitement les points de vue sur disons, le corset qu'on veut nous mettre sur le plan financier avec ces histoires de BAL 2, BAL 3, les pourcentages du PIB et ainsi de suite. C'est vraiment un corset. D'ailleurs, on a vu avec la pandémie, les grands pays ont ouvert la planche à billets. Hein. Les États-Unis, Trump a dépensé presque 4 000 milliards de dollars et Biden va dépenser 2 000 milliards. C'est la planche à billets. Donc, et nous, on nous dit, avec l'orthodoxie de la BCAO, c'est l'inflation, l'inflation, l'inflation. Donc, je pense qu'on doit se réinventer, on doit prendre notre destinée en main. C'est une opportunité. Par exemple, dans mon domaine, le tourisme, les Africains, maintenant, ne pouvant plus voyager, ben, ils vont découvrir leur pays. Mes confrères au Sénégal me disent que le week-end, tous les hôtels sont pleins et ils sont remplis de Sénégalais, pas de Français ou de Belges. Voilà, comme on ne peut plus aller en Chine pour acheter, ben, on va essayer de voir si on peut acheter sur le continent. Et puis, notre épargne, il faut qu'on investisse ça dans nos pays. Je partage parfaitement l'idée de créer des fonds publics genre BPI en France ou bien Small Business Administration aux États-Unis pour financer nos TPE, nos petites entreprises. Voilà, c'est une crise sanitaire, il y a des drames, on attend le vaccin, mais je pense que c'est une opportunité aussi pour nos pays de se réinventer et peut-être de conquérir cette indépendance économique qui n'a pas suivi l'indépendance politique qu'on a eue il y a 60 ans. Merci beaucoup, M. Bali. Et je termine par M. Ouedraogo, Dr. Ouedraogo. Dernier mot. Oui, merci beaucoup, Gilles. C'est vraiment te remercier et remercier Wati. Donc, nous sommes très fiers et nous sommes contents des perspectives de partenariat avec l'Institut Free-Afrique que nous envisageons au service de l'émergence d'une citoyenneté ouest-africaine, au service des besoins de développement, de progrès économique et social. Je voudrais dire tout le grand plaisir que j'ai eu à discuter et vous féliciter d'avoir eu cette belle brochette de personnalités. Nous avons autour de la table, ce n'est pas vraiment pour faire être laudateur, on a autour de la table de belles personnes qui ont